De même, l'ouverture à la concurrence consacrée il y a plus de 10 ans ne semble pas avoir atteint les objectifs attendus en matière de prix, de qualité de service ou d'accélération vers la transition énergétique. On peut légitimement se demander comment le domaine de l'énergie peut répondre en même temps à la logique de la compétitivité et aux impératifs de la transition énergétique. En effet, comment demander à un opérateur soumis à la concurrence de rechercher une limitation de sa production et donc de son chiffre d'affaires et de sa marge par la promotion des économies d'énergie? Aussi, je souhaitais vous demander, Monsieur le Ministre, quelles sont les orientations qui pourront être prises dans la prochaine PPE pour garantir que la mise en concurrence des acteurs ne sera plus un frein à la transition énergétique? Monsieur le sénateur Tissot, j'ai déjà évoqué cette question de l'ouverture à la concurrence. Sur la question des prix, les effets de l'ouverture à la concurrence, vous le savez bien. Peut-être certains avaient fait des promesses sur le fait que ça ferait baisser les prix. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de distinguer quels sont les effets des changements en nombre d'opérateurs et les évolutions des prix mondiaux. Parce qu'il ne faut pas mentir aux Français. On ne pourrait pas avoir en France ou en Europe une oasis de prix bas dans le pétrole, dans le gaz, si partout dans le monde ça augmente. Moi, je vais vous parler des tarifs réglementés de vente. Aujourd'hui, vous pouvez les utiliser pour augmenter ou non les tarifs de vente du gaz et de l'électricité. Le Premier ministre en a usé pour annoncer justement une baisse de 2% à partir du 1er janvier. Donc très bien, on peut s'en réjouir, mais dans le cadre de la loi Pacte, vous prévoyez de supprimer les tarifs réglementés. Donc ma question est très claire, est-ce que vous allez décider, puisque vous avez fait la démonstration le 4 décembre, de l'utilité de ce tarif réglementé? Ça lui a quand même permis de répondre à une demande. Ça lui a permis de répondre, enfin je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc dans le cadre de la loi Pacte, vous supprimez les tarifs réglementés. Donc, on a décidé en effet de les supprimer. Et donc ça, on ne fera pas là de fausses promesses en disant, vous savez, il pourrait y avoir une espèce de tarif à l'abri. Mais à l'abri de quoi? Le gaz, il est acheté à 99%, parce que le biogaz, c'est 1%, donc 99% sur des marchés. Après, il y a des systèmes compliqués, c'est ce que Engie fait et d'autres fournisseurs, et ce qu'on a demandé d'ailleurs, pour que sur plusieurs mois, puisse avoir une certaine sécurité. C'est un système de couverture du risque, voilà, sur les marchés mondiaux. Et moi, je vais vous parler de l'exploitation minière que vous avez eue pendant 25 ans sur le département de la Loire, sur le site de Saint-Priest-la-Prugne, une mine d'uranium. On a des grosses difficultés pour comprendre comment vous imaginez justement la gestion de l'après-mine. Aujourd'hui, il y a 600 000 mètres cubes de stériles qui sont stockés dans un barrage artificiel sur le site de la mine. Ce barrage, bien que de taille considérable, 42 mètres de haut, 500 mètres de long, eh bien, déborde régulièrement quand il y a des pluies abondantes. Les riverains de ce site sont très inquiets parce que si le barrage déborde, et ça risque de venir très rapidement, bien qu'on ait des précipitations moindres, c'est vrai ces temps-ci, mais l'eau contaminée irait tout de suite directement dans la rivière qui est en aval. Donc voilà, j'ai une réponse, je souhaiterais avoir une réponse claire, d'autant que l'année dernière, on vous avez déjà consulté et vous nous disiez qu'il y avait une étude à long terme de lancer. Donc, y a-t-il des résultats de cette étude? Et si oui, pouvez-vous nous les transmettre? Merci. La question de Saint-Priest-la-Prugne. D'abord, nous faisons les relevés, nous traitons lorsqu'il y a des débordements qui sont prévus, c'est-à-dire qu'il y a un canal de débordement, c'est pas les travaux d'entretien, les travaux de prélèvement, les études de renforcement du barrage ont été faites. Je peux vous faire passer le calendrier, je ne suis pas venu avec le calendrier des travaux, mais je vous donnerai la vision d'une façon générale de l'après-mine. C'est que nous, historiquement, et pas seulement pour des raisons de l'entreprise, nous avions un certain nombre de missions qui nous amenaient à faire la surveillance de plus de 200 sites miniers en France. Donc pas seulement celui-là, mais plus de 200 en France, et que progressivement, quand on fait la surveillance, quand la surveillance est extrêmement stable, le code minier prévoit un retour des sites à l'état quand il n'y a plus, quand les conditions sont remplies. Concernant la réforme du code minier, j'avais déjà posé cette question à votre prédécesseur, M. Nicolas Hulot, le 24 octobre 2017, et j'attends toujours
La réponse à cette question, force est de constater qu'aucune réforme du code minier d'envergure n'a eu lieu depuis cette question. Quelques décrets sont venus l'enrichir, mais la réforme d'ensemble se fait toujours attendre. Aucun de ces décrets ne traite directement de la gestion après l'exploitation minière. Rien ne semble être applicable directement au cas des gisements et problèmes environnementaux voyant le jour après une exploitation minière. Oui. Quelles propositions prévoyez-vous de nous faire dans ce cadre-là? Sur la réforme du code minier, oui, on pourra en reparler, ce n'est pas l'objet de cette loi, mais moi j'ai été mandaté par le Conseil de défense écologique pour conduire une réforme du code minier. Les sujets que vous avez évoqués, on pourra les traiter dans ce cadre-là d'ici la fin de l'année.